Toutes les tâches exécutées par les enfants ou les adolescents ne tombent pas forcément sous la dénomination de travail des enfants. Les tâches qui se limitent à aider les parents à la maison, dans l'entreprise familiale sous certaines conditions, gagner un peu d'argent de poche en dehors des heures de cours ou pendant les vacances scolaires, ne sont pas considérées en tant que telles comme des tâches relevant du travail des enfants. Par contre, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental. Cependant, dans le monde entier, des millions d'enfants exécutent des travaux extrêmement dangereux dans des conditions néfastes pour leur santé, leur éducation, leur épanouissement personnel et social et voire pour leur vie. 318 millions d'enfants de moins de 15 ans travaillent. Plus grave encore, 73 millions d'enfants de moins de 10 ans travaillent. Pour finir, 126 millions d'enfants astreints au travail ont une activité dangereuse. 22 000 enfants meurent chaque jour. Le travail des enfants et le travail forcé existent également dans la cacaoculture. En Afrique subsaharienne, à peu près un enfant sur 3 travaille, ce qui représente 69 millions d'enfants. Après 3 ans de combats acharnés contre le phénomène de travail des enfants, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants, CNS, présidé par la première dame Dominique Ouattara, a mis en œuvre son plan d'action national 2012-2014 de lutte contre le travail des enfants. La célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants a lieu en Côte d'Ivoire le 12 juin de chaque année. Le travail des enfants concerne 168 millions de mineurs dans le monde. Plus des 2/3 ont entre 5 et 14 ans. La région Asie-Pacifique abrite le plus grand nombre de ces travailleurs mineurs, suivis par l'Afrique subsaharienne et par la région Amérique latine et Caraïbes. Le plus souvent, ils effectuent gratuitement des travaux agricoles pour leur famille, mais travaillent aussi dans des mines ou en tant que domestiques. Ce serait le cas de près de 600 000 filles, rien qu'en Indonésie. Les accidents et les maladies sont fréquents et parfois fatals. En cause, la nature et la dangerosité du travail, pour lequel les enfants doivent souvent porter de lourdes charges. Le travail forcé des enfants concerne aussi les industries du sexe, de la drogue ou les conflits armés. Il est répandu également dans le secteur du textile ou même dans celui des hautes technologies, surtout chez les assembleurs de smartphones en Asie qui profitent de la tolérance des États qui ferment les yeux sur de telles pratiques. En Amérique latine, le travail des enfants est également largement toléré par les gouvernements. En 2014, la Bolivie a autorisé le travail dès l'âge de 10 ans. Mais depuis, 25 pays d'Amérique latine et des Caraïbes se sont engagés à éradiquer le travail des enfants d'ici à 2020. Nous ne sommes pas dans un tribunal, mais plutôt au concours national de plaidoirie. Ici, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny sont opposés aux étudiants de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Les participants ont l'occasion de se mettre à la place d'un délégué du CICR, d'un officier militaire ou d'un civil dans une situation de conflit armé. Pour Pélagée, juriste chargé du droit, c'est l'occasion de faire sortir le droit des salles de cours afin que les étudiants en comprennent mieux son application dans la réalité. Il s'agit d'un concours qui est organisé à l'intention des étudiants, principalement des étudiants juristes, et sont habilités à concourir les étudiants qui ont suivi au cours de leur cursus un cours en droit international humanitaire. Le vainqueur de ce concours va représenter la Côte d'Ivoire au concours régional francophone de plaidoirie en droit international humanitaire qui va réunir différentes universités d'Afrique francophone. Depuis 2005, le concours régional francophone de plaidoirie en droit international humanitaire a lieu tous les 2 ans. Les éditions 2005 et 2009 ont été remportées par la Côte d'Ivoire. L'édition 2015 se tiendra à Niamey et réunira plusieurs pays de l'Afrique francophone. Ils vont devoir attendre pour une période indéterminée avant de regagner leur domicile. Ces habitants du quartier Sodefo Extension, dans la commune de Yopougon, vivent un véritable cauchemar. Ils ont dû fuir leurs maisons inondées aux 3/4 par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Si, chez mon grand frère derrière là-bas. Ma femme est partie chez ses parents. Aujourd'hui, moi avec lui, on est séparés. Un père de famille, si se sépare de ses familles comme ça, c'est pas bon. Selon les habitants, cette situation est la conséquence de la fermeture d'une canalisation d'évacuation d'eau par une entreprise de cimenterie située en face du quartier. Depuis, ils ont fermé les anciennes canalisations pour faire la nouvelle. La toute première pluie du mois de mai de 2014 n'est plus partie jusqu'à aujourd'hui.
On a pataugé partout, mais rien. Et aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Aujourd'hui, tout le monde a quitté. Moi-même, nous sommes propriétaires de maisons. Aujourd'hui, on loue maison. Nos tentatives pour rencontrer les responsables de l'entreprise se sont avérées infructueuses. Selon les gardiens des lieux, aucun responsable n'est présent sur place. L'entreprise elle-même a dû fermer depuis 2 jours à cause de l'inondation dont elle est aussi victime. N'ayant pas les moyens de se prendre un nouveau logement et aussi la chance de séjourner chez un parent ou chez une connaissance, une 50aine de familles a trouvé refuge dans cet établissement scolaire. Vraiment, c'est pas facile, ce moment. C'est pas facile. Nous sommes exposés à tout, nous sommes là. Bon, c'est pas une situation qu'on a voulu, mais nous sommes obligés de faire avec parce que nous ne savons pas où rentrer pour le moment. Les sinistrés souhaitent que les autorités compétentes se penchent sur cette situation afin de leur permettre de regagner leur domicile. Comment prévenir les risques des personnes exposées directement ou indirectement aux travaux électriques? La question était au centre de la formation organisée par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR. Pour le directeur du CIDFOR, cette formation de renforcement des capacités des professeurs du génie électrique vise à réduire les accidents liés aux interventions sur des postes électriques et dans les entreprises. Il faut que la sécurité électrique soit au programme. Je voudrais que ce soit ainsi dans notre système à la formation professionnelle. Qu'on ne jette pas l'anathème sur les autres. Qu'on se dise qu'on peut toujours apprendre. Permettre aux professeurs et aux travailleurs exposés aux risques électriques d'être au fait des normes de sécurité en vigueur dans le corps des métiers de l'électricité. Cette initiative du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle bénéficie du soutien du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le CIDFOR entend former d'ici à la fin du mois d'octobre la totalité des enseignants de la filière génie électrique sur toute l'étendue du territoire national. Notre campagne contre l'insurrection doit être dirigée sur tous les fronts, en commençant par limiter leur accès aux fonds et aux armes. Nous devons renforcer nos patrouilles sur les frontières et améliorer notre capacité d'ensemble et partager les renseignements. En ce qui concerne cette question, je demande que toutes les actions soient prises pour renforcer l'unité de nos renseignements. Dans le tumulte de l'actualité politique au Burundi, 2 faits majeurs de ce mercredi 10 juin retiennent l'attention. Le facilitateur dans la crise burundaise, Saïd Junit, jette l'éponge. On le savait récusé dans sa tâche par la société civile et l'opposition burundaise depuis le début de sa médiation. Il est reproché au diplomate algérien beaucoup de partialité dans sa démarche. Pour les leaders de la campagne anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, Saïd Junit mènerait des consultations sans un agenda clair. La société civile burundaise, elle, aurait souhaité voir le représentant spécial de Ben Ki-moon s'attaquer à des questions telles la libération des manifestants arrêtés, l'annulation des mandats d'arrêt lancés, plutôt que de le voir s'intéresser aux conséquences de la répression des manifestations. Après toute cette vague de récusations, le diplomate algérien Saïd Junit a donc annoncé ce mercredi 10 juin avoir renoncé à son rôle de facilitateur dans la crise burundaise. En qualifiant de bonne nouvelle ce départ, l'opposition burundaise a aussi appelé ce même mercredi au boycott de l'élection présidentielle du 15 juillet prochain, estimant que l'instabilité politique ne permettait pas d'organiser ce scrutin dont la tenue a été reportée de 3 semaines par décret présidentiel. On n'a même pas l'espoir que les médias puissent fonctionner normalement. En calendrier, lorsqu'on ne voit même pas la présence, ou on ne sent même pas l'espoir qu'il y aura présence des observateurs neutres. En calendrier, lorsqu'on voit que décidément, il n'y a rien qui est fait dans le sens d'apaiser les esprits.
Les élections législatives déjà reportées une première fois auront lieu le 29 juin selon la présidence burundaise qui ajoute dans le même temps que le débat sur la candidature de Pierre Nkurunziza était clos. À quoi s'attendre dans l'évolution de la crise burundaise dans les semaines et mois à venir? La question reste posée. Pour l'heure, Bujumbura, la capitale du Burundi, elle, reste en proie à des manifestations quasiment tous les jours depuis que le chef de l'État a décidé le 26 avril dernier de briguer un troisième mandat, bien que la Constitution en limite le nombre à 2.